Salut tout le monde! Au programme aujourd'hui, la découverte d'un duel titanesque entre un Triceratops et un T-Rex, des animaux qui n'ont quasiment pas évolué depuis des millions d'années, et un nouveau super pouvoir chez les ornithorynques. Bref, sans plus attendre, c'est parti! Aujourd'hui on va donc parler d'un fossile exceptionnel, réunissant un Tyrannosaurus Rex et un Triceratops. Les deux a priori complets. Truc de fou quoi. Les deux spécimens sont encore emprisonnés dans leur gangue de pierre et attendent patiemment depuis plus de 66 millions d'années d'en être dégagés. Voici d'ailleurs à quoi ils pourraient ressembler une fois préparés en laboratoire. Truc de fou encore une fois. Ce fossile a été découvert il y a plus de 14 ans et pourtant, aujourd'hui, tout le monde en parle. Pourquoi ? Retour en 2006 où des cow-boys américains ont découvert et déterré le super fossile directement sur leur ranch. La législation américaine à propos des fossiles étant scalée, c'est-à-dire globalement nulle à chier, les deux spécimens sont restés dans un laboratoire privé pendant près d'une quinzaine d'années. Et ce, malgré les poursuites engagées par les scientifiques et les musées. Ce n'est qu'après de nombreuses années de bataille que le fossile est enfin disponible pour les chercheurs. Bonne nouvelle, me direz-vous ? Ta gueule ! Non, c'est plutôt l'inverse en fait. Le fossile n'a été cédé aux chercheurs que parce que ces derniers ont réussi à réunir suffisamment de flous pour l'acheter. Ça rappelle une autre histoire d'ailleurs. L'année dernière, le fossile de Stan, un exceptionnel T-Rex presque complet, avait été vendu à un privé pour près de 31 millions de dollars. En effet, vous l'avez compris, ce genre de transaction est un véritable problème pour la science. Cela encourage le pillage de sites paléontologiques précieux par des cow-boys américains, des sites qui n'ont vraiment pas besoin de ça. Bref, quoi qu'il en est, les spécimens sont à présent entre de bonnes mains. Il s'agit d'un T-Rex adolescent et d'un Triceratops qui se sont peut-être mutuellement donné la mort avant de se faire recouvrir rapidement de sédiments, ce qui les a parfaitement préservés. Après, il faut rester prudent, hein. Les deux espèces ne sont peut-être pas mortes au même moment, et seule une étude des traces et des blessures nous renseignera vraiment sur la nature précise de leur mort. Il rappelle cet autre fossile d'ailleurs, trouvé lui en Mongolie où un Protocératops et un Vélociraptor semblaient s'être donné la mort jusqu'à ce qu'une avalanche de sable leur ait mis un stop de cow-boy. Oh ce regard de braise d'ailleurs. Ils se battaient peut-être pas en fait. Bon là ce sont des fossiles bien fossilisés, bien morts. Et s'il en existait des vivants ? Oui on va parler de fossiles vivants. Et là, vous vous dites... Bah rien du tout, faites de fiacre. C'est pas faux. Un fossile vivant est une espèce qui n'évolue pas ou très peu à travers le temps, pendant des dizaines, des centaines de millions d'années. On a par exemple le sélacanthe, fossile vivant mythique qui semble ne pas avoir évolué depuis plus de 300 millions d'années. Et vous savez quoi ? C'est de la merde. Alors déjà, si on le compare avec tous ses cousins éteints, des différences, on en voit plein, pléthore même. Et même si la forme générale ne changeait pas, ça ne veut pas dire que le reste n'évolue pas. Saviez-vous par exemple que le sélacanthe possède un organe électrosensoriel sous le pif, ainsi que d'un manchon graisseux qui lui permet de nager dans les abysses ? On ne peut pas vraiment dire si c'était là ou non juste en regardant des vieux ossements de plusieurs centaines de millions d'années. Le requin aussi est considéré comme beaucoup comme un fossile vivant, mais sa peau est particulièrement aérodynamique et son système immunitaire fait partie des plus performants du règne vivant. Des choses qu'on ne peut pas retrouver dans du fossile. Et que ne fut pas ma surprise de voir un article exceptionnel traitant des fossiles vivants. Youpi! Sur un journal que nous surnommerons Turfurama Science et écrit par une journaliste que nous surnommerons Francine. T'as chier Francine. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on retrouve dans les exemples ? Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et à partir de là, c'est la foire à la saucisse. On a dû, ce lézard a des plaques osseuses sur le ventre, comme les dinos et les premières bestioles à quatre pattes, donc ça doit être un fossile vivant. Ça c'est nous, on a 5 doigts. Ça c'est un des premiers tétrapodes, il a 5 doigts aussi. Est-ce qu'on est pour autant des putains de fossiles vivants, Francine ? Là on nous dit que les ornithorynques n'ont pas évolué depuis le Jurassique alors qu'ils n'existaient pas au Jurassique. Leurs plus vieux ancêtres datent de 26 millions d'années. Au Miocène, et ils avaient des dents à l'époque. Ils en ont plus maintenant, tu la sens l'évolution, Francine ? Bon, pour finir, revenons rapidement sur le requin. Ah, blablabla, les requins modernes datent plutôt du Jurassique, blabla, comme le requin vache apparu il y a 190 millions d'années. Ok, on se pose 2 secondes, j'en ai déjà marre. Toutes les espèces qui vivent actuellement sur notre belle planète sont des espèces actuelles. On est tous autant évolués les uns que les autres, que ce soit le puceron de merde, votre voisin José,
votre géranium, ou le putain de requin qui vous bouffe le cul à la Réunion, on est tous sur le même plan évolutif. Un requin vache actuel serait complètement incapable de se reproduire avec son cousin du Jurassique, et même avec une DeLorean. Parce que ce ne sont pas les mêmes espèces. Et d'ailleurs, des requins vaches du Jurassique, on n'en retrouve que des dents. Autant vous dire que le reste du corps peut avoir beaucoup changé en 160 putains de millions d'années. Ce genre d'article est juste dangereux. Ils fournissent tous les arguments pétés aux créationnistes qui vont s'en donner à cœur joie de citer leur article de mort. Morale de l'histoire, même si ça vient d'un journal qui se dit scientifique, faites gaffe, il y a souvent encore plus de conneries là-dedans que dans des articles Wikipédia. Bon, on vient de voir que l'ornithorynque n'était pas un fossile vivant, mais il n'en reste pas moins une sacrée curiosité. L'ornithorynque, c'est un petit peu comme vos créations bizarres dans le sport. Un bec de canard doté d'électrorécepteurs, une queue de castor, une griffe venimeuse, c'est un mammifère comme vous, et pourtant il pond des œufs, bref, un véritable Pokémon. Et sachez que ça ne s'arrête pas là. Des chercheurs ont récemment découvert que l'ornithorynque était fluorescent lorsqu'on l'exposait aux ultraviolets. Pourquoi, me direz-vous? Quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien en fait, de nombreux oiseaux, dont des rapaces qui chassent l'ornithorynque, peuvent percevoir les ultraviolets. En absorbant une partie de ces rayons UV et en renvoyant une lumière vert bleuté, l'ornithorynque se retrouve camouflé dans la végétation. On retrouve la bioluminescence dans tous les groupes d'êtres vivants, chez ces créatures abyssales, ces champignons, ces vers luisants, ou même ces petits rongeurs appelés polatouches, un nom complètement dégueulasse, pour des animaux beaucoup trop mignons. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. Désolé pour les petits problèmes de luminosité que vous avez certainement perçus à travers cette vidéo. Je dois encore faire avec la lumière naturelle du jour, ne possédant pas de spot, de projecteur, et donc en ce moment c'est un temps de merde. Bref, on se retrouve très vite pour d'autres aventures sur notre belle planète. À très bientôt.